Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons un nouvel invité, Robert Alain Lipoti, qui est président de l'Association des rapatriés et de lutte contre l'émigration clandestine du Cameroun. Soyez le bienvenu, monsieur Lipoti. Merci madame, merci. Nous allons tout de suite démarrer cette interview et pour cela, vous allez devoir lire une question qui est posée sur cette table. Je vous en prie. Votre combat sensibilise-t-il vraiment les Camerounais? Oui. Encore que notre association, l'Association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine du Cameroun, AREC, est la toute première association dans notre pays qui décrypte les problèmes de la migration irrégulière à visage découvert. C'est-à-dire on explique comment ça se passe au désert du Sahara, comment ça se passe en mer, comment ça se passe en Algérie, comment ça se passe au Maroc, comment ça se passe en Europe. Donc depuis qu'on est là depuis presque une dizaine d'années, il faut dire que les perceptions justement commencent à changer. Qu'est-ce que vous faites? Vous organisez des colloques, des rencontres, des réunions? Vous allez dans les villes, dans les villages? Comment ça se passe? En fait, nous allons déjà les cibles dans les écoles, créer les clubs de lutte contre l'immigration clandestine. Nous allons dans les églises, sensibiliser en projetant les films documentaires sur l'immigration clandestine. Nous avions un projet intitulé « Exposition photo sur le parcours des migrants Afrique-Europe », c'est-à-dire toutes ces photos au désert, en mer, au Sahara, avec les témoignages poignants. Et quand les gens viennent, c'est de cette manière-là. Actuellement, en Europe, la question fait polémique, il y a plein de débats qui sont organisés autour. Est-ce que c'est également le cas au Cameroun? Par la société civile, mais les pouvoirs publics, ceux qui décident, pas du tout, parce que moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu une vraie campagne de sensibilisation à grande échelle organisée soit par le Minirex ou alors le MINAS. On n'en a pas vu, donc ça n'intéresse pas beaucoup ceux qui décident. Seule la société civile essaye de faire ce qu'elle peut, encore qu'elle n'a pas de moyens de sa politique, que je veux dire pas de soutien financier ni matériel. Donc vous n'avez pas les moyens de votre politique? Pas du tout, c'est tout simplement parce que je suis un militant, je vis les compatriotes mourir devant moi, les compatriotes, je dis les compagnons africains au Sahara, en mer. Quand je suis rentré, j'ai décidé de faire quelque chose parce que je suis un militant, mais jusqu'ici, que ce soit le Cameroun ou l'étranger de manière générale, nous ne recevons pas encore de soutien. Mais est-ce que vous demandez ce soutien? Oui, nous demandons des projets que nous soumettons au pouvoir public, aux chancelleries qui sont sur place, mais on n'a pas encore eu de soutien. C'est justement pour cette raison que, effectivement, les lignes ne bougent pas beaucoup, les gens ne sont pas trop touchés. Nous travaillons uniquement sur 4 villes qui sont Ezeka, où se trouvent les sièges de l'association, Douala, Yaoundé et Edea. Par exemple, vous avez un projet, vous allez déposer où? Dans quel ministère? À qui vous adressez-vous particulièrement? Par exemple, au ministère de la Jeunesse, au ministre naturellement, à qui, monsieur le ministre, on a un projet de sensibilisation à grande échelle de par le Cameroun. Nous souhaitons le soutien pour vraiment toucher du doigt avec nos compatriotes sur cette question qui fait des vagues. Il faut souligner que c'est des milliers, voire des millions de morts depuis 3 ou 4 décennies. Je sais que vous êtes très bien au courant. Mais malheureusement, au bout du compte, on a une réaction nous faisant savoir qu'il n'y a pas de budget pour notre projet. Pas de budget pour votre projet. Vous dites qu'il y a 70 à 80% de jeunes qui veulent émigrer. D'où sortez-vous ces chiffres, ces pourcentages? Nous menons des enquêtes avec d'autres associations. Il faut dire que la société civile camerounaise dans ce domaine est assez importante. Il y a pas mal d'associations avec qui nous travaillons dans ce sens. Il est révélé que 70%, voire même 80%. Ce n'est même pas un secret pour quelqu'un. Il suffit de pointer du doigt dans un lycée, par exemple, sur 10 jeunes que vous avez demandé, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ils vous disent, mais nous sommes en train d'aller en Europe. Oui, mais c'est peut-être pas représentatif, ça dépend des villes, des endroits où on se trouve. Sur un échantillon de combien de personnes vous êtes-vous basé, par exemple, pour pouvoir sortir ce chiffre? C'est des milliers de personnes. Vous avez rencontré des milliers de personnes, vous avez posé la même question à ces milliers de personnes? Dans différentes villes du Cameroun, Yaoundé, Douala, Ezeka, Edea, Bafoussam, Garoua, Gaoundéré, partout au Cameroun. Et ils veulent tous quitter le Cameroun? Oui. Pour aller où? Pour aller en Europe. Ou à l'étranger de manière générale, mais beaucoup plus en Europe. Malheureusement, ils ignorent franchement tout ce qui se passe sur cette route. Vous pensez qu'ils ignorent réellement ce qui se passe? Ils ignorent pourquoi? Parce que quand nous sommes rentrés, nos activités que nous menons, nous disons aux compatriotes que, par exemple, c'est un témoignage vivant.
Moi, au désert du Sahara, je venais de le dire à l'entame de cette émission, j'ai vu des compatriotes mourir devant moi. J'ai vu des corps en état de putréfaction avancer au désert. J'ai vu des ossements humains. Au Maroc, par exemple, même si vous avez un peu d'argent, vous ne pouvez pas vous attiquer d'un ticket de transport. Vous marchez à pied tout le long du Maroc, jour et nuit, pour atteindre soit Nador pour Melilla, soit Tétouan pour Ceuta. Donc, quand nous avions commencé à tenir ce langage vrai et juste, les gens ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut faire très attention. Et cette phrase revient toujours quand nous finissons une activité. Si c'est donc ça, pourquoi prendre le risque de partir? Mais dans ceux qui immigrent clandestinement en Europe, il y a également des personnes qui sont diplômées, qui ont conscience de ce que représente ce parcours et qui pourtant sont prêtes à prendre ce risque. Comment changer leur état d'esprit dans ce cas-là? Les gens à ce niveau pensent que c'est parce qu'on a une licence, une maîtrise, que forcément, arrivé en Europe, même sans papier, on va trouver du boulot. C'est cette information qu'il faut faire passer. Et justement, quand ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas ce qu'ils ont imaginé. Ils se retrouvent dans des situations très compliquées. Parfois, c'est la prostitution, parfois, c'est des choses terribles. Parfois, le travail au noir, vous n'avez même pas la possibilité de tenir. Vous vivez plus qu'un animal ou alors comme un animal. Question suivante, s'il vous plaît. L'Europe prévoit de lutter contre les passeurs tout en protégeant les réfugiés. Est-ce possible? Oui, je pense que c'est possible, mais il va falloir tenir compte, il va falloir adopter des stratégies assez fortes. Pour moi, la question de la migration est une question assez simple. Il va falloir ici que 4 ou 5 entités s'impliquent. Il y a les migrants, leurs pays, les pays de transit, les pays d'accueil, mais aussi et surtout la communauté internationale. Alors, on peut le faire. Là, je reviens sur votre question. Il va falloir, au départ de l'Afrique, choisir ou alors sélectionner qui est réfugié, qui est persécuté dans son pays, qui a des problèmes d'insécurité, de guerre et tout ce que nous connaissons. En ce moment-là, ceux-là, on peut les faire partir en Europe. Quand on vous dit sur 1200 personnes, 1250 à ce jour. On vous dit que ce sont les Érythréens et les Somaliens. C'est très faux. Pourquoi? Parce que en Libye, ce travail est mené par des passeurs véreux africains et européens aussi. Vous savez, ça génère beaucoup d'argent. C'est entre 2000 et 3500 $ le passage pour l'Europe. Alors, en ce moment-là, on vous dit, déclarez que vous êtes Érythréen ou Somalien pour que, arrivé en Europe, qu'on vous prenne pour réfugiés. Ça, c'est une technique toute simple, mais là, beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle? Parce qu'il y a encore 2 ans, à peu près, on parlait de 90 000 immigrés clandestins en Europe. Maintenant, on est à plus de 230 000. On voit l'évolution en si peu de temps. Oui, c'est pour cette raison qu'il faut arrêter l'hémorragie. C'est-à-dire, au départ de l'Afrique, s'il y a l'emploi en Europe, on devrait prendre des gens de manière régulière pour aller travailler en fonction du besoin en main-d'œuvre. Si l'Allemagne, par exemple, veut 2000 personnes, qu'on s'arrange à envoyer 200 Camerounais, 300 Nigérians, ainsi de suite, pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais ça ne va pas stopper l'immigration clandestine pour autant. On ne pourra jamais avoir l'immigration clandestine taux zéro. Mais le problème ici, c'est de limiter les dégâts. Madame, 3 semaines et demie, 1250, 1260 personnes, des êtres humains, pas des animaux, pas des mouches. C'est pour cette raison que je pense que les dirigeants africains, par l'Union africaine, doivent trouver des stratégies pour arrêter cela. Au Cameroun, par exemple, le président de la République, son Excellence Paul Biya, il est clair, lors du toast offert au ministre français de l'immigration de l'époque, c'était Brice Hortefeux, il était contre. Il a une citation, il disait « Il n'est pas bon qu'on laisse nos jeunes partir dans ces conditions qui ne peuvent mener qu'à l'échec. » Alors justement, ça rejoint la question Joker que je vais vous poser. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités camerounaises ferment un tout petit peu les yeux sur cette émigration-là? Ça ne bouge pas. Il y a 500 à 600 Camerounais qui sont à Melilla et Ceuta. Après une convention paraphée en 2010 entre le Cameroun et le Royaume d'Espagne, il est clair que c'est la lutte contre la criminalité
et la traite des êtres humains. Là-dedans, ce qui nous intéresse ici, c'est le volet immigration irrégulière. Alors, le requérant qui est le Maroc, ça, tout ça est détaillé dedans. Le requérant qui est le Royaume d'Espagne est d'accord, ils disent, OK, nous, on paye le transport des gars pour entrer. Nous allons encore leur donner un peu de possibilités pour la réinsertion. Ils ont ouvert un compte à EcoBank Cameroun. Dès que les gars rentrent, on leur donne un peu et puis ils vont essayer de voir comment ils vont s'organiser pour reprendre une nouvelle vie. Parce que où ils sont là-bas, ce sont des vies totalement brisées depuis des années. Alors, le Minirex, monsieur le ministre des Relations extérieures, il dit non, les Camerounais ne doivent rentrer qu'en vague de 5 personnes. Or, il n'y a pas une compagnie aérienne qui dessert nos deux pays. Si c'était le cas, on aurait mis 5 aujourd'hui, 5 après-demain et tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Espagne propose, c'est d'accepter que les compatriotes rentrent en vague de 15, maximum 20, dans des conditions normales de voyage. Mais ça bloque. Pourquoi ça bloque? Quand on essaye d'enquêter, on se rend compte tout simplement qu'ils trouvent que peut-être si les gars rentrent en vague de 20, 30, les médias ils vont dire mais les voilà qui rentrent parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Mais non, les autres acceptent les ressortissants sans problème. Seul le Cameroun ne veut pas. Et la conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tous ceux qui arrivent à entrer aujourd'hui à Melilla et Ceuta déclarent camerounais parce qu'ils savent que le Cameroun n'accepte pas rapatrier ses compatriotes. Merci à vous, Robert Alain Lipoti. On rappelle que vous êtes président de l'association des rapatriés de lutte contre l'émigration clandestine du Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.